Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Vincent Gann, cet après-midi, ce matin je vous ai proposé un bref passage sur 4 actifs, le gold, la paire euro-dollar et les indices boursiers européens DAX et CAC 40. Cet après-midi, tour d'horizon donné 4 heures des actifs financiers, donc quelque chose de plus complet. Voici comment on va dérouler ce tour d'horizon, donc des graphiques intraday. Alors, l'intraday, concrètement, qu'est-ce que c'est l'intraday? C'est dès lors que la représentation graphique c'est inférieur à une journée. Donc tout ce qui est en dessous du journalier, du D1, du daily sur votre chart, c'est de l'intraday. Après, on peut choisir l'horizon de temps qu'on veut. Certains le H1, d'autres une combinaison d'horizons de temps, d'autres le H8. En ce qui me concerne, j'ai choisi d'utiliser exclusivement l'horizon de temps 4 heures. Éventuellement, on pourra moduler si on a besoin de quelque chose de plus précis. Mais en tout cas, voilà comme nous allons faire les indices boursiers, le forex, les matières premières et pour les contrats taux, le Bund, puisque c'est celui qu'on vous propose à l'investissement. Et puis donc je vais ouvrir par les indices boursiers puisque c'est forcément là où ça bouge. Je pense que du côté du son et d'image ça fonctionne normalement, donc c'est parfait. C'est parti, je reprends ce que j'ai dit ce matin sur les marchés actions européens et je complète en fonction de l'action des prix et surtout en tenant compte de Wall Street. Doit-on considérer le retour des indices européens dans les gaps haussiers du 18 décembre? Rappelez-vous, je vous ai parlé de ces gaps, en fait je parle presque que de ça depuis une semaine, ces fameux gaps haussiers du 18 décembre, quel traitement devons-nous en avoir et a-t-on, selon l'analyse technique, suffisamment d'arguments pour tenter quelque chose? Alors d'une part, clairement, nous sommes dans une phase qui est plutôt corrective depuis le 24-25 décembre. Et là, depuis 2 heures, on décroche. Voilà, on décroche. Le chandelier 4 heures, qui est clôturé depuis 15 heures, il est pas beau. C'est un grand corps rouge, qui a vu donc notamment ici notre CFD FRA 40 passer de 4250 à 4160. Donc, on a quand même perdu 2% là, en l'espace d'une heure. C'est quand même, du point de vue du momentum, violent. Que nous dit l'horizon de temps 4 heures? J'ai ici représenté le fameux gap haussier journalier du 18 décembre. Alors, j'appose en fait ce qu'il représente en termes d'intervalle de prix sur ce graphique intraday. Et je vais tenter de répondre à cette question que vous vous posez peut-être. Étant donné que maintenant on est à proximité, voilà, le gap il a été précisément ouvert. Alors voilà, j'ai un peu arrondi, mais je vais vous donner dans le chat là où on a précisément ouvert ce gap entre 4135 et 4159, voilà, je pense que je peux pas être plus précis. 4135, 4159. Alors là, forcément, ça a une sale tête, c'est baissier, c'est moche. On se dit que prendre une stratégie d'achat, c'est un peu risqué. Je regarde le RSI, moi j'aime bien associer action des prix et RSI. Et lorsqu'on est sur support, dans une phase corrective, et que je considère que c'est qu'un mouvement secondaire par rapport à cette phase de hausse qu'on aurait eu depuis le 16 décembre, j'aimerais voir un début de divergence. Alors, les indicateurs sont maintenant légèrement survendus, mais je l'admets, il n'y a pas de divergence. Qu'est-ce que c'est qu'une divergence haussière? C'est par exemple exactement ce que nous avons eu sur les séances du 14 et du 16 décembre, avec des nouveaux creux de marché et des nouveaux creux de marché contredits par le RSI. Alors actuellement, ce n'est pas le cas. Sauf que j'irai jusqu'au bout donc du raisonnement, c'est-à-dire que j'estime que tant que ces gaps, donc ces trous de cotation du 18 décembre sont là, eh bien on peut les utiliser pour une stratégie d'achat. Et puis si on les comble et qu'on retombe, eh bien ce sera une stratégie invalidée. Mais voilà, je ne m'intéressais pas au CAC 40 avant cette zone. J'ai regardé aussi le volume d'échange, franchement il n'est pas énorme. Donc bon, après, un marché peut baisser tout simplement par l'absence d'acheteurs. On n'est pas obligé d'avoir un volume transcendantal, je l'admets. Sauf que on arrive quand même, je pense, sur le CAC, dans une zone où un intérêt acheteur peut se manifester. Si vous considérez que du point de vue de la tendance de court terme, c'est trop risqué, ne tentez rien. Mais voilà, en tout cas, ce qui me paraîtrait quelque chose de justifié. 4159, c'est un point sur le CAC. Et puis, si on considère que c'est risqué, on cherche à contrôler ce fameux risque. Et comment? Avec un stop sous quoi? Sous le gap, tout simplement. Parce que s'il est comblé, eh bien, c'est qu'il n'avait pas cette dimension finalement de rupture qui permettra à ce marché d'aller plus en avant. Alors d'ailleurs, si j'utilise aussi un autre outil qui est celui des proportions de marché, donc je vais appliquer à cette jambe de hausse un ratio de retracement. Et donc voilà, nous avons un 50% à 4124. Donc précisément sous le gap. On peut envisager 4159, 4160 comme une zone attractive sur le CAC.
Et puis il faut se protéger par quoi? Eh bien par un stop sous 4125. Ça c'est un peu une stratégie clairement à contre-tendance de ce qu'on voit là sur le marché. Mais bon, c'est un niveau, sachant que par contre la ligne de tendance haussière qui passe depuis les points bas du 16 octobre et du 16 décembre, elle passe quand même nettement plus bas. Alors j'avoue que si on comble le gap et qu'on passe en dessous, le marché peut parfaitement revenir à 4000 points. Donc je l'admets, surtout que sur le dernier chandelier 4 heures, on a plutôt cassé un niveau à 4200, les 4203 points, ils ont été cassés. Donc d'une certaine façon, en m'appuyant sur ce chandelier 4 heures, je dois admettre que 4203 points est potentiellement maintenant une résistance. Mais moi j'ai besoin de la clôture daily pour être fixé, et avec un tel niveau, enfin maintenant on est survendu en intraday, voilà, donc ça me paraît compliqué donc de chercher à shorter. Après, voilà, peut-être qu'en fait on a donné vraiment un signal de vente en cassant 4200. Nous verrons ça. En tout cas, voilà, je vous ai exposé un certain nombre d'arguments. Je continue sur tour d'horizon des indices boursiers en mettant en avant exactement le même phénomène sur le DAX et l'Eurostoxx 50. Le DAX a ouvert un gap haussier le 18 décembre entre précisément 9595 et 9660. Alors, le DAX sous-performe aujourd'hui, mais lui aussi, le voici à proximité de ces 9595. Alors, en ce qui me concerne, cette zone 9590-9600, je l'imagine bien comme support pour une stratégie de reprise, au moins en direction de 9688. Finalement, ce niveau qui a été, je l'admets, cassé en clôture 4 heures tout à l'heure. Donc voilà où nous en sommes. Là, j'utilise vraiment des graphiques intraday. Je ne fais que ça d'ailleurs là, puisque c'est le point, c'est l'objectif de ce tour d'horizon H4. Et finalement, je suis obligé de mettre en avant des éléments qui sont en cours au moment où se déroule ce tour d'horizon 4 heures. Donc voilà où en sont actuellement le CAC, le DAX. Et enfin, sur l'Eurostoxx 50, eh bien nous y sommes. Alors, celui du 18 décembre, le fameux gap, c'était entre 3080 et 3065. Je positionne 3065, voilà, c'est là. Donc, l'Eurostoxx 50, le DAX et le CAC se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ont cassé des supports intermédiaires en se basant sur la clôture 4 heures de 15 heures. Donc les 4200 du CAC c'est cassé, les 9680 du DAX c'est cassé, les 3110 de l'Eurostoxx 50 c'est cassé, mais ce sont des niveaux intermédiaires et on revient à proximité de ces supports, donc 3065, pas 3060, 3065 sur l'Eurostoxx 50. Le DAX, vous l'avez compris, ici avec ses 9595 et le CAC 4159. Ce sont des supports qui peuvent être utilisés pour une stratégie de reprise, je l'admets risquée, mais dès lors qu'elle est contrôlée par un stop sous les gaps. Voilà, c'est ça la stratégie trading. Si on comble tout et qu'on va plus bas, ce sera une stratégie de trading invalidée. Mais voilà, je vous fais le choix de vous proposer ça en mettant en avant les arguments. Après, vous avez votre esprit critique et vous agissez comme bon vous semble. Lorsque je regarde les indices US, je me dis que vraiment c'est un marché action à part. De toute façon, tout le monde le sait, il n'y a pas photo. Alors qu'en Europe, depuis maintenant une petite heure, on décroche de 1,5 à 2% en termes relatifs. Les indices US sont parfaitement zen. Limite, je vois le SP500, j'ai même limite envie enfin, moi je cherche des achats. Alors, le problème c'est quoi? C'est où? Là, en H4, on a un début de div, mais ce n'est pas une active. Il y a une potentielle div positive potentielle. J'ai dit 2 fois potentielle, donc ça veut bien dire, ça résume bien le fond de ma pensée. Ça manque de confirmation. Il faudrait par exemple refranchir le seuil des 30 sur le momentum. Et puis on retrouve cette ligne de tendance haussière dont je vous ai parlé, qui lie les bas de marché du 16 octobre et du 16 décembre. Celle aussi que j'ai mentionné sur les indices européens, et notamment sur le DAX. Si je reprends le DAX ici, eh bien la voici, cette ligne de tendance qui lie les bas de marché du 16 octobre et du 16 décembre. Alors, le DAX sur 9595 pour viser 9688, pourquoi pas. Le Stoxx 50 au-dessus de 3168, le CAC sur 4059 avec un stop sous les 4130. Et maintenant, sur les indices US, eh bien, on a donc un niveau de support qui tient sur le SP500, qui passe à 2042 points. C'est un niveau intéressant, c'est 2042 points, c'est un niveau horizontal. Et
je pense que cela aussi doit correspondre à une proportion. Bon, c'est un 38,2, bon, on voit à peu près dans quelle zone on est. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, le SP500, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, je privilégie la hausse, hein. Donc pour moi, sur le SP500, je ne sais pas ce que fera le marché, mais revenir dans cette zone, c'est plutôt une zone où je m'intéresse à des achats. Et bien sûr, si on casse tout, eh bien, ce sera le contraire. Mais voilà, au niveau actuel des cours, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et lorsque je regarde le Dow Jones, eh bien, on a en intraday, toujours en se basant sur ces chandeliers H4, il n'y a pas de div en l'état, hein, il n'y en a pas. C'est à peine potentiel dessus, mais voilà en fait quel est le niveau qu'essaye de tenir le Dow Jones. Ce sont les 17 717 points. 17 717, sachant que la ligne de tendance haussière qui lie les bas du 16 octobre et du 16 décembre, elle passe à 17 427. Alors, vous l'avez compris, il y a des arguments techniques qui peuvent amener à penser qu'on serait sur des niveaux de support susceptibles d'envisager une stratégie de reprise, mais on réalise aussi que ça manque de confirmation venant du momentum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence, ou s'il y en a, elles ne sont que potentielles. Donc voilà où nous en sommes sur ces marchés actions. Et donc, si je devais finalement résumer, je m'intéresse notamment à cette zone du SP500, hein, ces 2040-2044 points qui peuvent tenir. Et donc, eh bien, sur notre indice parisien, qui est aujourd'hui malmené par quoi? Eh bien, notamment par le titre Total, puisque les cours du brut, les cours du pétrole font des nouveaux plus bas. Le WTI approche d'ailleurs des 50 $, mais ça j'en parlerai lorsque je passerai à la partie matières premières, hein. Rappelez-vous, on fait indice FX, matières premières et Bund. Voilà. Donc, voici donc mes arguments avec un biais technique plutôt positif dès lors que nous sommes à proximité de tous ces seuils dont je viens de vous parler. Voilà pour les indices boursiers. Si vous avez des questions, laissez-les traîner dans les fils commentaires, j'y répondrai. Maintenant, nous passons au tour d'horizon des paires de devises. Et là, j'ai pas mal d'opportunités à vous montrer. Enfin, il y a pas mal en fait de paires de devises qui m'intéressent. Alors, je ne vais pas vous reparler de l'eurodoll et de l'USD-CHF tout de suite, mais je vais quand même le faire. Mais je tiens notamment à attirer votre attention sur le cross euro-GBP. Alors, le cross euro-GBP, il a fortement corrigé, mais il se reprend en fait depuis les plus bas ici de juillet 2012. Alors ça, c'est un niveau important à 0,7751. Il s'est repris, pourquoi? Parce que le GBP-USD a beaucoup plus chuté que l'eurodoll. Cette semaine, nous avons une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. L'euro-GBP, il fait quand même une reprise sur ces 0,7751 qui sont les plus bas de juillet 2012. Bon, je ne veux pas exagérer, mais disons que sur l'euro-GBP, ça prend la tête d'une sorte d'épaule, tête-épaule inversée, éventuellement d'un V-bottom. Bon, l'euro-GBP, je vous invite à vous intéresser au niveau des 0,78 pour une stratégie d'achat. Et pour viser tout simplement un nouveau test de cette ligne de tendance baissière en place depuis 2013. Donc, voilà ce qui m'intéresse sur l'euro GBP, c'est ce niveau horizontal à 0,78. Je pense qu'on a une forme de compression entre cette ligne intermédiaire H4 qui peut être plus ou moins être considérée comme la ligne de coup de ce qu'on essaye de construire ici d'un point de vue chartiste. 0,78 m'intéresse et puis derrière pour une extraction. Donc notez-le, ça vous intéresse, c'est le principe de ce tour d'horizon, c'est de donner des niveaux 0,78 sur l'euro GBP. Et franchement, il faut que ça tienne parce que revenir tester une nouvelle fois 0,7750, et là je pense qu'on coulera 0,7690, qui est le plus bas de 2010. Donc, si on envisage une stratégie, c'est plutôt 0,78 protégé par un stop de 30 pips et basta, hein. Après, si ça tient pas, ça devient plutôt compliqué. Je continue ce tour d'horizon sur le FX en évoquant maintenant le cas de l'USD-CHF et de l'euro-dollar. Alors, on va plutôt se concentrer sur l'euro-dollar. Vous l'avez compris, l'euro-dollar, depuis la semaine dernière, j'envisageais la cassure des 1,20.42. Nous sommes sur des gros seuils, on casse, ça donne des signaux. On casse un 20.42, ce qui engageait la cible à 1,1876, le plus bas de 2010. 1,1876 a été relié, a été rejoint. Et sous 1,1876, c'est 1,1640. Que s'est-il passé la semaine dernière? Rappelez-vous cette moyenne mobile à 200 mois que vous parlez à Adrian. Attention, vous êtes sur l'horizon de temps 4 heures, mais ici,
je clique sur la moyenne mobile, je vais dans l'onglet Data Source et je choisis la période M1, ce qui fait qu'ici c'est la moyenne mobile à 200 mois. Et regardez, on l'avait cassé le 23 décembre, on a fait un flat, on a baissé. La nuit dernière, l'eurodoll a ouvert un gap baissier. Les gaps baissiers hebdomadaires. Alors c'est quoi un gap baissier hebdomadaire sur le FX? C'est un gap, un trou de cotation qui intervient entre la clôture du vendredi soir et l'ouverture du dimanche. Vous savez que le FX ouvre dimanche soir. Le marché est faible. Pourquoi est-il faible? Ce matin, et je vais aller jusqu'au bout de ce que j'ai dit ce matin, j'ai un biais baissier de fond. Ai-je fait une erreur d'anticipation du point de vue de ce qu'on appelle le rythme de marché? Le rythme de marché, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est la façon dont on va d'un point à l'autre. J'ai mis ce matin, dans le focus rapide sur 4 actifs, le doigt sur l'existence d'un gap entre 1,1976 et 1,20. L'idée, c'était quoi? D'aller combler le gap, éventuellement de faire un peu mieux, et ensuite retomber. Que choisit le marché? Il fait un flat. Donc, pour le moment, le marché fait le choix de faire un flat. Un flat, c'est quoi? C'est l'adjectif anglais plat. C'est plat, un marché plat, neutre. Un marché neutre, c'est quoi? Il évolue horizontalement entre un niveau de support et un niveau de résistance. Le niveau de support, c'est le plus bas de 2010 à 1,1876. La résistance, c'est la partie basse du gap baissier, à 1,1976. Et d'ailleurs, on a fait au plus haut, je vous laisse lire, euro-dollar, 1,19, regardez bien, 1,1976. Donc, ce sont des éléments techniques qui fonctionnent. Alors, pour le moment, l'euro-dollar est dans un flat entre 1,1876 et 1,1976. Il est actuellement en plein milieu, et autant vous dire qu'en plein milieu d'un range, il est compliqué d'envisager la suite des éléments. Donc, pour le moment, eh bien, nous sommes en range, en intraday sur cette paire euro-dollar. Et lorsque j'étudie maintenant l'USD-CHF, eh bien, on retrouve donc ici le fameux gap et à la résistance des 1,1976. Et quelle en est la traduction sur l'USD-CHF? Eh bien, l'USD-CHF a lui aussi ouvert un gap haussier. La partie basse se trouve à 1. Bon, 1,003. 1,003. Et c'est vrai que pour l'instant, eh bien, l'USD-CHF tient au-dessus des 1,003. Donc, tant qu'on est sous 1,1976, sous ce gap de la nuit dernière, le biais, il est plutôt négatif. Mais on est dans ce range 1,1876, 1,1976. De toute façon, regardez encore aujourd'hui les fondamentaux, publication de l'estimation, première estimation du niveau de l'évolution des prix en Allemagne au mois de décembre. Même l'inflation hors prix de l'énergie, tend vers zéro. Donc, c'est clairement pas un facteur de hausse pour l'euro, quoi. Donc il reste sous pression. Alors pour le moment c'est un flat. Par contre en termes de stratégie de trading, pour intervenir à la vente, je souhaite utiliser cette ligne de tendance baissière. Et pour intervenir à l'achat sur l'USD-CHF, je souhaite utiliser cette ligne de tendance haussière. Donc là on est plutôt dans des flats, là on est plus ou moins au milieu de nulle part. Le scénario qui est possible, c'est quoi? Une dérive latérale jusqu'à ce que la ligne de tendance appuie sur les cours. Une dérive latérale jusqu'à ce que la ligne de tendance soutienne les cours. Pour le moment, eh bien, nous sommes en dérive latérale sur ces deux marchés et ça ne bouge plus. Alors je continue ce tour d'horizon des marchés en données 4 heures. Je les prends cette fois-ci dans l'ordre. Alors notez bien, je vais être rapide en vous donnant tout un tas d'informations. La UDCAD, on vous l'a conseillé à l'achat depuis les 0,94. Ça tient bien. C'est plutôt toujours bien orienté. Et je pense que de manière générale, la UD de toute façon, il faut plutôt chercher maintenant plutôt des scénarios positifs. Il a beaucoup corrigé, il est en reprise technique. La UDK, doit-on considérer que les objectifs sont faits? C'est vrai que la situation technique, elle s'est plutôt neutralisée. Et on a notamment ici sur ce chandelier 4 heures une mèche qui matérialise finalement une résistance à 0,9531. Doit-on l'abandonner? Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, je pense qu'un retour de la UDCAD sur un 0,9485, 0,9490, ok pour une stratégie d'achat, protégée par un stop sous 0,9450. Donc 0,9485, stop sous 0,9460 en stratégie d'achat. Voilà ce que je vous recommande sur la UDCAD. Je vais aller vite, donc notez bien si ça vous intéresse. La UDCHF monte, l'euro AUD baisse. La UDCAD monte, l'euro CAD baisse. Je vais vous donner les conséquences chartistes sur l'euro AUD et l'euro CAD dans un instant. La UDCHF, c'est juste bullish depuis la mi-décembre.
C'est bien construit sur le plan de l'analyse technique. Une jambe de hausse, un flat. Une jambe de hausse, un flat. On en est sorti par le haut sur le tout dernier chandelier 4 heures. Donc en fait, le fait d'avoir une clôture 4 heures au-dessus des 0,8120, c'est plutôt un signal de relance ici sur la UDCHF, et je pense que la UDCHF est en mesure de rejoindre les 0,82, 0,8225. Donc vous y êtes peut-être déjà, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis la semaine dernière, notamment dans ce tour d'horizon en données 4 heures. Si vous y êtes déjà, maintenant le stop, il est remonté sous 0,8081, et imaginons que vous n'y êtes pas, vous êtes entré très récemment, le marché là a normalement un nouveau support. Nous sommes sur la base de graphique intraday, mais 0,8130 est un nouveau support. Donc j'ai envie de vous dire que si vous voulez loquer le plus de gains possible dans le sens de la tendance positive depuis la mi-décembre, le stop maintenant c'est sous 0,8130. AUDCHF c'est boule, tout comme la UDCAD, mais je pense que la UDCHF a peut-être un peu plus là de potentiel. En tout cas peut continuer de tendre en direction des 0,82. Bon, la UD yen, tout comme d'ailleurs les paires en yen, elles sont sous pression. Pourquoi? Parce que le yen se renforce. Le yen se renforce probablement à la faveur d'une aversion au risque. C'est ce que vous avez constaté ici sur les différents marchés actions. Y a-t-il quelque chose à faire sur la UD yen? Eh bien, je n'ai pas d'opinion sur cette paire de devises qu'est la UD yen. La UD NZD, c'est tout le contraire. J'ai une opinion sur la UD NZD. Alors, la UDNZD, je pense que vous le savez, c'est une stratégie de long terme dont on vous parle depuis le test du support mensuel à 1,0428. J'ai d'ailleurs titré le nom d'une émission la semaine dernière, je crois que c'était vendredi dernier ou mercredi dernier. La stratégie de long terme est ouverte, ça devait être le nom d'une vidéo de mercredi dernier. Et je pense désormais qu'on a fait une première étape en faisant 1,0428. 1,0570, sauf que maintenant la UDNZD revient tester cette ligne de tendance baissière en place depuis le 31 octobre, depuis les 1,13. Donc, qu'est-ce que je vous recommande sur la UDNZD? D'exploiter tout retour dans cette zone, ici, c'est une ligne de tendance haussière, d'exploiter tout retour entre 1,0490 et 1,05 pour une stratégie d'achat. Voilà donc ce qui m'intéresse sur AUDNZD. Une stratégie d'achat entre 1,0490 et 1,05. Voilà, au-dessus de cette ligne de tendance, j'envisage en fait un flat et une extraction haussière pour viser 1,0645. Donc, si vous pouvez, si le marché vous donne cette possibilité de rentrer sur 1,05, on peut mettre le stop sous 1,0465 et viser 1,0645. Voilà, c'est chartiste, c'est du rendement risque, et puis on a quand même sous nos pieds, pardon, un support mensuel à 1,0428, c'est propre, et d'un point de vue graphique, moi je trouve ça plutôt attractif. Alors je continue ce tour d'horizon des crosses de devises. Que penser maintenant de la UD NZD? Alors la UD NZD, il est sur un niveau très important, c'est 0,80.50, même 0,80.60, c'est un gros niveau weekly. Alors là vous ne le voyez pas forcément. Je pense que, alors du point de vue de la tendance, forcément c'est compliqué. Cependant, eh bien, même si j'ai quand même une préférence pour... Alors, petit souci, voilà, c'est bon. Donc si j'ai quand même une préférence pour la UDNZD, eh bien, bon, je pense qu'on peut utiliser ce niveau des 0,8060, 0,8050 pour une stratégie positive. Je l'admets que c'est plutôt de la contre-tendance, mais bon, on est quand même sur un niveau solide. Alors, je vais quand même vous montrer à quoi ça correspond, ce sera plus simple. Voilà, c'est ce niveau-là, hein. C'est ce niveau horizontal-là. Ce sont les 0,8065. 0,8065, et lorsque j'arrive en H4, vous le retrouvez donc ici, 0,8065. En fait, on a tenté de le casser la nuit dernière, et regardez, le chandelier H4 suivant a avalé cette tentative de cassure baissière. Donc faire un avalement haussier comme ça intraday sur un gros support, c'est plutôt pas mal. Le chandelier H4 qui a suivi, qui est celui-là qu'on vient de vivre, hein, entre 11h et 15h, témoigne à nouveau de cette zone d'intérêt des 0,8050. Alors, moi je pense qu'on peut envisager une stratégie d'achat protégée par un stop sous 0,8035, un stop de 30 pips, c'est raisonnable, pour viser eh bien, une reprise, au moins en direction des 0,8120
mais on peut envisager même 0,8190, 0,82 dans le cadre d'une stratégie de trading. Voilà donc où en est la UD-NZD, la UD-USD, je continue. Le CAD CHF et l'EuroCAD. Alors que penser du CAD CHF et de l'EuroCAD? Le CAD CHF, il s'est bien repris en fait mi-décembre. On a plus ou moins sur ce CAD CHF une structure. Alors c'est pas ça que je voulais mettre. Hop, j'essaye d'accélérer. Donc on a plus ou moins sur le CAD CHF fait une sorte de V-bottom. Au-dessus des 0,8420, j'aurais tendance à privilégier la hausse pour viser 0,8636. Voilà comment je vois les choses. V-bottom, on a ce niveau horizontal. Maintenant, on se reprend au-dessus de cette ligne de tendance. Donc, ce que je vous invite à faire sur le CAD CHF, ça va vous intéresser à cette ligne de tendance là pour envisager plutôt une stratégie positive sur le court terme, même si on a quand même fait du chemin. Actuellement, elle passe sous cette ligne de tendance, elle passe plutôt vers les 0,85. En tout cas, même si là, j'admets l'absence d'un timing, tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance, je privilégie une nouvelle hausse en direction des 0,86 et des 0,8630. Si je pense ça du CAD CHF, forcément, je pense le contraire de l'EuroCAD. Alors, je vais tout de suite regarder l'EuroCAD, et c'est plus ou moins la même chose. Alors, s'agit-il ici d'un V-top? En tout cas, on voit que c'est violent ce qu'avait fait l'EuroCAD. Il avait tenté d'accélérer, finalement, il est complètement retombé. Voici ici l'équivalent de ce niveau horizontal dont je viens de vous parler sur le CAD CHF. Ce sont les 1,4290 de l'EuroCAD. Je pense que l'EuroCAD, tant qu'il se maintient maintenant sous ces 1,4135, peut revenir tester les 1,3960. Mais honnêtement, sur le plan chartiste, c'est quand même compliqué. Il y a quand même des faux signaux, un peu dans tous les sens sur l'EuroCAD. Mais bon, on a quand même au-dessus de nos têtes cette espèce de gros couvercle. C'est un V-top. Donc, sur le très court terme, sous les 1,4139, je pense qu'on peut revenir chercher un 39,50. Alors après, c'est une zone d'intérêt, un 39,50. Mais si je... excusez-moi. Quitte à chercher un achat, ce n'est pas avant ce niveau donc des 1,39,50. Alors en même temps là, je fais le tour d'horizon FX, mais je jette un œil là sur le CAC 40. Donc là, il pénètre ce fameux gap du 18 décembre, donc on voit clairement que c'est compliqué. Mais on est dedans, entre 4135 et 4159, j'admets, c'est violent. Ce sont des niveaux techniques, on a vu, on n'a pas de confirmation du point de vue du momentum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de divergence, mais on est quand même dans des zones où le marché peut réagir. Ça dépendra de Wall Street, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Wall Street qui lui tient plutôt bien, on fait des tout petits chandeliers, on est toujours sur ces 2040-2044, mais c'est vrai que la ligne de tendance qui lie le bas de marché du 16 octobre et du 16 décembre, elle passe à 2020. Alors je peux comprendre qu'on trouve ça trop risqué, mais voilà, moi j'ai avancé des arguments, on verra bien ce que décide le marché. L'euro CHF. Alors l'euro CHF, vous êtes ici face à un graphique en données 4 heures qui vous rappelle que de l'intérêt acheteur se manifeste entre 1,20 et 1,2007, c'est encore ce qui s'est passé ce matin. Bon, l'euro CHF, de toute façon, il faut toujours être méfiant en partant du principe qu'à un moment ou à un autre, le seuil que défend la Banque nationale suisse sera toujours défendu. Mais on peut envisager que, je ne sais pas, des hedge funds, des professionnels, à un moment ou à un autre, tentent de tester l'institution centrale, ce qui peut, à un moment ou à un autre, créer des mèches de marché causées par l'exécution de stop, c'est-à-dire des ordres de vente à seuil de déclenchement qui protègent des ordres d'achat. Donc, vous connaissez le PEG par cœur, 1,20. C'est vrai qu'à chaque fois que le marché s'est présenté entre 1,20 et 1,2007, il a rebondi. Nous sommes à 1,2014. Je pense que vous en déduisez comme moi ce qu'il convient de faire. C'est déjà d'attendre d'être dans la zone d'intérêt avant de se poser la question. Alors, l'euro GBP, je vous en ai parlé, c'est le niveau donc potentiellement des 0,78 qui m'intéresse. L'euro yen. Alors l'euro yen, d'ailleurs tout comme les paires en yen, il y a un mouvement là qui est plutôt acheteur sur le yen japonais. C'est marrant, j'avais indiqué ici une cible pour Noël à 150. J'avais laissé sur ce chart. Bon, on s'en était approché, on a fait 149,85. Bon bref.
Bon, l'euro-yen, il est sous pression, ça c'est clair. Je vais regarder quand même en daily parce que de manière générale, je pense que il est peut-être encore un peu tôt. Le prochain niveau d'intérêt sur l'euro-yen, c'est 142,08. C'est vrai que l'indicateur daily, ça a commencé à se dégonfler, mais il n'y a pas de div. Je pense que pour le moment, il faut rester à l'écart des paires en yens parce qu'il y a de l'aversion au risque. Bon, puis l'euro, au-delà de ça, il est sous pression. Donc, voilà, je reste pour le moment à l'écart de l'euro-yen. Je pense qu'on peut aller chercher les 142. Après, on verra bien ce que le marché tente de créer dessus. Et pour l'instant, je dirais qu'on manque un peu d'informations. Enfin, je manque un peu d'informations sur le plan technique là pour vous inviter à vous y intéresser. Donc aujourd'hui, les paires aériennes ne m'intéressent pas. Je continue le tour d'horizon H4. L'euro NZD. Que faut-il penser de l'euro NZD? Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on se pose aussi de manière générale la question de l'euro. Alors attendez, je vais bien positionner le watermark, l'histoire d'y voir plus clair. Bon, l'euro NZD, forcément, lui, il est sous pression, de manière générale, comme l'est l'euro. Le marché est-il à proximité d'un niveau de support important? Je dirais que c'est 1,54, c'est le plus bas. Y a-t-il des divs? Il n'y a rien. Doit-on se mettre en face de ce mouvement? Non. À court terme, on est sur support. Faut-il s'y intéresser à l'achat? Non. La seule paire en dollars néo-zélandais qui m'intéresse sur le court terme, c'est le cross AUD-NZD entre 1,0490 et 1,05. Mais au niveau actuel des cours, eh bien, il ne m'intéresse pas. Est-ce que le NZD-USD et le NZD-Yen présentent des opportunités? Alors, j'admets que le NZD-USD se reprend bien depuis les 0,76. C'est tout simplement le plus bas, hein, c'est le plus bas de décembre 2014. Il s'agissait pas forcément d'un niveau horizontal puissant par le passé. Le problème, enfin la chose c'est quoi? C'est que j'envisage plutôt une stratégie positive sur l'AUD-NZD entre 1,0490 et 1,05. J'ai plutôt un biais de reprise sur l'AUD-USD au-dessus des 0,8060. Je pense que l'AUD-USD a quand même une marge sympathique pour rejoindre 0,82. Le NZD-USD, il s'est déjà bien repris et j'ai presque même envie de dire que, même si je ne le vendrai pas, il peut trouver des résistances plus rapidement que l'AUD-USD, ce qui finalement va dans le sens de cet attrait pour l'AUD-NZD. Donc le NZD-USD en tant qu'actif de marché là ne m'intéresse pas, même si j'admets qu'il est un peu plus fort depuis quelques heures, et c'est pourquoi vous avez ces 4 chandeliers baissiers sur l'AUD-NZD, sauf que le NZD-USD peut rejoindre des résistances, l'AUD-USD peut confirmer qu'il tient les 0,8060, rebondir vers 0,82, et la conclusion de ça c'est quoi? L'AUD-NZD lui pourra trouver un soutien entre 1,0490 et 1,05. Donc entre le NZD-USD, l'AUD-NZD et l'AUD-USD, le NZD-USD ne m'intéresse pas sur le court terme, l'AUD-USD m'intéresse au-dessus de 0,8060, stop sous 0,8030, l'AUD-NZD m'intéresse entre 1,0490 et 1,05, on est à 15 pips là, donc surveillez, stop sous 1,0450 pour une stratégie de trading de court terme, voire plus large le stop si vous n'êtes pas dans la stratégie de long terme, sachant que le support mensuel est à 1,0428, vous pouvez mettre le stop sous 1,0425. Il y a plusieurs façons de gérer en fonction de, je dirais, de l'intérêt que vous accordez à ces différents arguments graphiques. Alors, le GBP USD, où est le GBP USD? On revient sur ce niveau-là des 1,52. Donc c'est par 2 fois que le GBP USD tente de se maintenir sur ces 1,52. Double test réussi, peut-être se reprendre en direction des 1,5261. Y a-t-il un début de div en l'état? Éventuellement, elle est potentielle en H4. Alors, c'est de la contre-tendance, mais admettons que on peut envisager sur le GBP USD quelque chose, une stratégie de rebond technique
qui serait dans ces cas-là protégé par un stop sous les 1,5180 pour envisager une reprise en direction des 1,5276 et surtout des 1,5320. Je vous rappelle que le GBP USD a aussi ouvert un gap baissier qui n'est pas comblé. Donc ça reste quand même agressif, mais on peut envisager ça sur le GBP USD, sachant que là on est revenu plutôt donc sur ces niveaux de support. Et puis on a donc ces fameux gaps sur les paires majeures en dollars. Alors on continue ce tour d'horizon. Le GBP Yen teste actuellement une ligne de tendance. Voilà, nous sommes dessus. Vous êtes ici en données 4 heures. Le niveau horizontal d'intérêt sur le GBP Yen, c'est le niveau des 181,11. Sauf que voilà, on a cette ligne de tendance H4 qui passe pile poil au niveau actuel des cours sur le GBP Yen à 141,90. Bon, ça n'est qu'une ligne de tendance, sachant que le niveau horizontal d'intérêt sur le GBP Yen, c'est ça. C'est vraiment cette zone-là. Donc, j'attendrai sur le GBP Yen, qui finalement peut être une paire en Yen qui m'intéresse, un test des 181,11 pour envisager une stratégie positive, sachant qu'on a cette ligne de tendance là, mais bon, qui est vraiment une ligne de tendance intermédiaire. Mais voilà, en tout cas sur le GBP Yen cette semaine, surveillez cette zone ici des 181,11. Alors je continue ce tour d'horizon en essayant de ne rien oublier. Le GBP AUD, que faut-il en penser? Le GBP AUD, alors lui, je l'ai longtemps accompagné dans le sens de la tendance haussière jusqu'à ce qu'il atteigne ces sommets annuels. Donc ces sommets annuels, c'était les sommets ici du 24 janvier 2014. Il s'est maintenant replié dessus. Le GBP AUD est en train de faire un pullback sur 1,8683. Je ne m'intéresse pas au GBP AUD avant 1,8683. Éventuellement là, je ferai le point pour voir si c'est un niveau de support qui est digne d'intérêt. Mais je pense que le GBP AUD peut baisser davantage. Et cela, on va plutôt dans le sens du dollar australien. Donc finalement, les stratégies qui me paraissent le plus sympathiques, c'est d'être long de l'AUD USD sur les 0,8060 stop sous les 0,8030 visé 0,82. Et donc toujours cette zone d'intérêt dont approche l'AUD NZD. Alors je continue le tour d'horizon. Le NZD Yen, que penser du NZD Yen? Eh bien, pas grand chose. Lui c'est pareil, on est sous pression sur le court terme. Là on est sur un niveau horizontal. Il faut aussi s'intéresser à ce niveau horizontal. C'est un niveau de support, 91,80. De là à s'y intéresser, je vais simplement vérifier si cette ligne de tendance permet d'attraper quelque chose. Ah, pourquoi pas, tiens. Pourquoi pas. Voilà. Alors en effet, c'est vrai que le NZD Yen, il est sur un petit support. En intraday, on a ce support donc ici des 81,80 qui est plutôt... Bon, il y a cette ligne de tendance, il y a le niveau horizontal. C'est un niveau de support, peut-être rebondir vers 92,60, c'est sans grande conviction, mais en tout cas voilà où est-ce qu'il est sur la base de ces graphiques intraday. Bon, écoutez, là je jette un œil au CFD FRA 40, je crois que bon bah il y a clairement pas d'intérêt acheteur sur les marchés actions européens. C'est compliqué, il y avait en effet pas de divergence, le momentum revient tout en bas. Bon, j'attendrai de voir ce que cela donne, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les gaps qui ont été ouverts le 18 décembre, ils sont comblés partout en Europe, que ce soit le CAC, le DAX ou l'Eurostoxx 50. Les marchés actions européens sont sous pression pour des fondamentaux qui sont propres à l'Europe. On l'a encore vu tout à l'heure sur les chiffres de l'inflation sous-jacente en Allemagne. Le SP500, lui, je pense qu'il va se replier en effet en direction de ses 2020 points. Ligne de tendance haussière qui lie les bas de marché depuis le 16 octobre et le 16 décembre. Les marchés actions, là ils sont clairement sous pression, mais bon voilà. Bon bah là voilà,
J'admets que c'est complètement survendu en intraday, mais il n'y a aucune div, donc la survente n'est pas un argument suffisant pour envisager la fin du mouvement. Et dès lors que les gaps du 18 décembre ne génèrent aucun intérêt acheteur, là le marché les a comblés, il passe en dessous, et bien voilà, ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas où ce marché peut se replier. Sachant que sur le CAC 40, le pivot de long terme sur tous les horizons de temps, c'est les 4100 points. On est à 4120 points. C'est 4100 points le pivot, hein, vous le savez. C'est un niveau qui a été encore défendu même au mois de décembre. Les 4100, on verra bien. Sachant que c'est un niveau mensuel, qu'on vient de débuter le mois, c'est moins évident de l'utiliser. Donc là, on a aujourd'hui plutôt créé des résistances sur ces marchés actions européens. Et notamment donc 4200 et 4250 qui sont résistances sur le CAC. Échec donc de ma stratégie qui consistait à penser que les gaps pouvaient générer de l'intérêt. On verra bien la clôture, mais pour l'instant en tout cas le marché les a fermés. Ce qui signifie que clairement ils n'ont pas suscité d'intérêt. Alors après des niveaux de support on pourra toujours en trouver, hein. Mais en tout cas, voilà donc où on est pour l'instant, donc ce marché du CAC 40. Je jette quand même un œil au DAX avant de continuer le tour d'horizon FX et de passer aux matières premières. Le DAX, lui, est donc en train d'approcher cette fameuse ligne de tendance. Alors, cette ligne de tendance sur le DAX, 16 octobre, 16 décembre, elle passe ici à 9420 sur le DAX. Et la voici ici sur le SP500. Elle passe à 2020 sur le SP500. Et si je vais la chercher sur le Dow Jones, bon, elle passe elle encore plus bas. Mieux vaut peut-être davantage s'y intéresser sur les marchés actions US, puisque généralement les supports de portée un peu supérieure ont plus de probabilité d'agir sur les marchés actions US. L'USD CAD. Toujours dans le tour d'horizon H4. L'USD CAD, dernier signal de trading en date, ça a été la cassure des 1,1673. On a cassé à la hausse 1,1673, c'était le 2 janvier dernier. Objectif atteint à 1,1813, c'est une grosse résistance qui remonte à l'année 2009. Constatez que le marché désormais fait un flat. Alors, sur l'USD CAD, gap. Alors Nicolas Chéron m'informe que lui, il adopte une stratégie d'achat sur le CAC dans le bas du gap. Donc là, pas tout de suite quoi. Voilà, il vient de passer long dans le bas du gap. Bon, j'ai envie de dire que du point de vue de la survente, c'est un argument. Donc, en effet, ça peut tenir. Hein, nous verrons bien. En tout cas, voilà, il va jusqu'au bout. Et j'imagine que c'est dans Real Time News de toute façon. Donc l'USD-CAD, en gros, tout pullback sur 1,1675 sera opportun pour une stratégie d'achat. C'est juste hyper bullish. Il y a une majorité de vendeurs, sauf que sur le court terme, c'est suracheté. Donc, soit on fait un flat entre 1,1723 et 1,18 et on cherchera à payer le bas du flat, mais c'est trop tôt pour le moment pour le savoir. Le pullback daily, ce serait de revenir sur 1,1675 pour ensuite reprendre la marche en avant en direction des 1,20. Qui au fond est l'objectif à terme sur cette USD-CAD. Et enfin, l'USD Yen pour terminer ce tour d'horizon FX. Tout comme les paires en Yen, je ne m'y intéresse pas. On peut revenir à 118,86. Je reste pour le moment à l'écart. Alors, les matières premières. Bon, les pétroles, vous l'avez compris, continuent leur dynamique de baisse. Le WTI, il peut revenir à 50 $. Il va d'ailleurs revenir à 50 $. Je vais simplement vous montrer sur des graphiques de long terme que sous les 50, c'est 35. Enfin voilà. En fait, en 2009, on avait créé un creux de marché ici entre 36 et 50. Donc là, on arrive sur ce niveau des 50 qu'on avait beaucoup travaillé à l'époque avec des mèches jusqu'à 47. Donc c'est plutôt ça maintenant la zone d'intérêt, hein, entre 50 et 47. C'est un couteau qui tombe. Il n'y a même pas de phase de stabilisation. Il n'y a rien. Donc le pétrole... c'est encore trop tôt pour s'y intéresser. Donc il continue sa phase de baisse. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Et on va sûrement rentrer entre les 37 et les 50 $. Les métaux précieux. L'argent m'intéresse beaucoup, notamment un support dont je vous ai parlé qui se trouve à 15,50 $. C'est un niveau important.
on est plus ou moins rentré dans un range maintenant entre 15,50 et 16,50. Je m'intéresse à tout test des 15,50 $ ici pour une stratégie d'achat sur l'argent métal. Alors bon, là, j'avoue qu'on n'y est pas. Quant à l'once d'or, eh bien, lui, clairement, il y a des acheteurs qui se manifestent sur les 1170. Ils tentent de revenir chercher 1210. Ça reste quand même, ça fait vraiment range hein, sur les métaux précieux un peu partout. Donc c'est pas évident. La seule chose que je sais, c'est que pour intervenir à l'achat, il faut être en contact de niveau de support. Et les 1170 de l'or ou encore les 15,50 de l'argent, ils sont désormais éloignés du niveau actuel des cours. Le Bund. Le Bund, c'est une tendance haussière, vous le savez. Je visais 156, 156 a été dépassé. Vous êtes ici en données 4 heures. On a fait une jambe de hausse, un flat. On relance. Je projette l'amplitude de cette jambe de hausse au bas du flat. Je trouve 156,79 et 158,17. On a désormais un plus proche support sur le Bund qui se trouve ici à 156,19. On est soutenu par cette ligne de tendance haussière. Tant qu'on est soutenu par cette ligne de tendance haussière, eh bien je vise donc 156,79 et 158,17 sur le contrat de taux allemand. Et donc l'eurodoll rentre en range, je pense, entre 1,1876 et 1,1976. Voilà donc pour ce tour d'horizon en données 4 heures. Et maintenant, je vais jeter un œil à vos commentaires. Alors, donc bonjour. Alors, premier graphique posté par Nico. Bonjour Nico, donc sommes-nous en présence d'une ETE sur l'euro AUD en weekly? Alors, sur le plan de Chartis, c'est pas non plus... non, enfin, il y en avait une ici par exemple. Vous en aviez une ici, épaule, tête, épaule, une petite, puis à l'époque on avait cassé la ligne de coup. Mais voir ça comme une vaste ETE, je serais plutôt... Enfin, je pense que sur le plan de Chartis, il n'y a pas tellement de réalité là. Donc ma réponse est non. Alors, il y a une question de visiteur par exemple qui serait d'adopter une stratégie de vente sur des indices en cas de cassure de support. Moi je prends ici le CAC, voilà comment j'ai toujours vu les choses. Moi, les stratégies de vente c'est sous résistance, mais dans une tendance baissière je n'aime pas agir en cassure de support, et dans une tendance haussière je n'aime pas agir en cassure de résistance, sauf si pullback il y a, et pullback il y a très souvent. Donc en clair, pour vendre un indice boursier, eh bien, j'invite à le faire, mais sous résistance. Sommes-nous actuellement là sous résistance? C'est plutôt le contraire. On approche de niveau de support. Dans quoi est actuellement le CAC? Dans le gap. Voilà, on est en plein dedans. Bon, sauf que maintenant il est comblé, donc il n'existe plus. Hein, je suis d'accord. Mais on est dedans, plutôt sur support. Et lorsque je prends le SP500, alors c'est vrai que sur le SP500, la ligne de tendance, le niveau horizontal, c'est plus les 2020. 2020, pourquoi c'est important? Parce que c'était en fait les précédents sommets historiques, ceux de septembre ici 2014. Je pense que franchement, enfin moi sur 2020, le SP500, enfin là, je pense que c'est vraiment un bon seuil pour une stratégie. De toute façon, la zone qui m'intéressait, c'était 2020-2040. On est dedans, mais là, bon, étant donné qu'on la pénètre de manière assez violente, et quand je vois l'USD-Yen qui peut peut-être encore se déprécier de quelques pips, si le SP500 va chercher 2020, moi ça m'intéresse pour une stratégie d'achat sur donc les 2020 du SP500. Et donc Nicolas Chéron vient d'agir dans le bas du gap du CAC et à 4128 je crois. Bon, voilà, c'est plutôt... le marché réagit là, c'est plutôt pas mal. Ok, je continue vos questions. Alors, coupure de son et d'image toutes les 2 minutes, ça c'est étonnant. Alors pourquoi la livre est faible? Alors, excellente question.
je vous propose, pour vous répondre de manière complète, de vous produire demain un article, une étude sur la livre sterling. C'était prévu, nous l'avons projeté. Cette semaine, il y a une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Je vais vous parler du GBP USD. D'ailleurs, pourquoi l'euro GBP a tenu son support de juillet 2012? C'est parce que le GBP USD a décalé beaucoup plus vite à la baisse que l'euro-dollar. Je vais revenir dessus et nous aurons l'occasion d'en reparler. Je vous proposerai demain ces premiers tours d'horizon. Alors toutes ces paires de devises, je les ai déjà évoquées. Dans le tour d'horizon restent les cours du gaz naturel que Nicolas suit avec, je crois, une entrée. Je ne connais pas exactement son entrée, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que pour que tout ceci se confirme, il faut tenir les 3 dollars. Il faut tenir les 3 dollars et surtout, il va falloir s'affranchir de cette ligne de tendance là. Je vais retirer toutes ces choses. Voilà où nous sommes. Donc, potentiellement, on peut envisager le scénario d'une épaule tête épaule inversée en H4 sur le gaz. Je pense qu'on peut avoir en effet ce biais de reprise tant qu'on est au-dessus des 3 dollars. Limite 3 dollars comme un support pour un point d'entrée, protégé par ce stop sous les 2,87 pour envisager un scénario d'épaule tête épaule. Et dans ces cas-là, si ce scénario intraday est juste, quelle est la target? Eh bien 3,43 et 3,55. Donc se positionner sur 3 dollars, stop sous 2,87 pour viser 3,50, c'est une stratégie qui peut se justifier donc du point de vue de l'analyse technique. Voilà, j'ai répondu donc à vos questions. Le tour d'horizon des marchés en données 4 heures est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous le repropose demain à la même heure. Et je vous retrouve, si vous êtes parmi nous tout à l'heure, à 18 heures, ici même, pour un bilan d'année 2014. Cette fois-ci, je déroulerai un PowerPoint, une présentation qui revient sur les performances de la plupart des actifs. Et je vous proposerai notamment une analyse technique des 5 plus grosses capitalisations boursières de l'indice CAC 40. Donc, un passage en revue de certaines grosses actions françaises, et cela, je pense, peut vous intéresser pour votre compte titre ordinaire ou votre PEA. Merci à toutes et à tous, et à tout à l'heure.